Je vous propose d'étudier aujourd'hui les économies et les sociétés entre 1945 et 2000, c'est-à-dire jusqu'à nos jours. On va essayer de percevoir ensemble quelles sont les grandes lignes directrices de l'évolution économique et on va voir évidemment les répercussions que cela a pu avoir dans la société, et en particulier sur les mentalités, puisque tout est dans tout, tout est lié, comme vous le savez. Alors, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un système va être mis au point, ou plus exactement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, en effet, sous l'autorité des États-Unis, les différents pays qui vont participer au concert mondial se mettent d'accord à Bretton Woods, aux États-Unis, pour qu'un système économique puisse garantir d'une manière stable le bon fonctionnement de l'économie mondiale. Ce système qui est mis en place à Bretton Woods en 1944 établit une parité entre l'or et le dollar et permet la convertibilité du dollar en or. La parité qui est fixée est de 35 dollars l'once d'or. Ce système va tenir de 1944 à 1971. Il s'agissait donc, je dis bien, de stabiliser le système monétaire, éviter les dérives qui avaient pu résulter à la suite de la grande crise mondiale de 1929. Cette période de pratiquement 30 ans, un peu moins de 30 ans qui suit la Deuxième Guerre mondiale, a été appelée par un économiste français, Jean Fourastier, la période des 30 glorieuses. C'est une période de croissance continue pour le monde occidental, mais aussi, en tout cas pour les années 50 et début des années 60, pour le bloc socialiste, même si celui-ci manifeste un retard par rapport à l'économie capitaliste. Cette période de croissance est évidemment liée au redémarrage en Europe et au Japon de l'économie à la suite des destructions massives des infrastructures pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe et le Japon vont donc tenter de rattraper les États-Unis. États-Unis qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient fait un effort économique considérable dans le cadre de l'effort de guerre. Ça avait entre autres permis à l'industrie sidérurgique de fonctionner au maximum. Cette période de croissance, qui dure un peu moins de 30 ans, je l'ai dit, est caractérisée par la prédominance du modèle keynésien. J'ai eu l'occasion de vous parler de John Maynard Keynes précédemment. Il a publié en 1936 en anglais, c'est un Britannique, un ouvrage très important, Théorie de l'emploi, de la monnaie, des prix, dans lequel il explique que pour qu'une économie redémarre après une crise économique, il faut relancer la consommation. Et pour que la consommation soit soutenue, il faut que l'État intervienne, entre autres choses par le lancement de grands travaux publics qui vont donner de l'emploi à des tas de gens, des ouvriers, entre autres choses, mais aussi à des employés. Il faut également, dans le cadre de ces politiques, avoir de hauts salaires. Alors,
Alors, cette politique a fonctionné effectivement jusqu'à la fin des années 60, parce que le capitalisme est parvenu à intégrer les revendications des syndicats dans son système. C'est une époque où la société de consommation va devenir progressivement le modèle par excellence. Dès les années 40, et puis dans les années 50 en Europe, et alors le sommet c'est évidemment les années 60, les appareils ménagers vont devenir un véritable must pour tout un chacun. Quand je parle d'appareils ménagers, je pense bien sûr dans les années 50 déjà aux machines à laver, machines à vaisselle, aspirateurs. Alors toute famille veut avoir sa voiture également, bien sûr je l'ai oublié de parler des téléviseurs, des radios. Et donc cette idéologie qui pousse à consommer suppose évidemment qu'il y ait une croissance continue des salaires pour satisfaire ces besoins consuméristes. Donc il y a une alliance, je dirais, entre le capitalisme et d'autre part un système social qui permet un mieux-être évident par rapport aux manières de vie d'avant-guerre. Ce modèle a été présenté et vécu d'ailleurs par beaucoup de gens à l'époque comme une période de prospérité qui satisfaisait beaucoup de monde. Toutefois, dans les années 60, ce modèle s'épuise. Il s'épuise aux États-Unis parce que, suite à la guerre du Vietnam, les États-Unis doivent investir énormément d'argent dans les dépenses d'armement, envoyer ces jeunes au front, dans un pays qui se trouve à l'autre bout du monde, sous les tropiques, pour une guerre qui est vécue comme une guerre sale. C'est l'époque où des jeunes vont s'opposer, des jeunes qui proviennent essentiellement des classes sociales moyennes et qui étudient sur les campus universitaires, vont s'opposer à ce modèle qui, à leurs yeux, est une caricature et une excroissance maudite du système capitaliste, et c'est l'origine du mouvement hippie qui se développe sur les campus aux États-Unis à partir de 1965. C'est l'époque également où on s'oppose au modèle officiel, si je puis dire, en se détachant de ce système de type paternaliste, consumériste, en inventant une contre-société où la drogue n'est pas absente. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, entre 1967 et 1969, il va y avoir une contestation étudiante très importante. Contre la guerre du Vietnam, bien sûr, mais je vous ai dit contre le modèle capitaliste qui a engendré cette opposition en Asie du Sud-Est entre les deux blocs. Il y a des contestations à Berkeley, en Californie. Il y a également dans l'université officielle de Los Angeles, l'UCLA, l'université de Californie de Los Angeles, également sur les campus de la côte est des États-Unis, à Tokyo, en Allemagne, à Berlin, et le point d'orgue se situe évidemment au mois de mai 1968 à Paris.
En Belgique également, il y aura une contestation étudiante importante en 1968-69. On arrive alors à la période qui suit, je dirais, 1971. En effet, au début des années 70, deux événements très importants vont complètement bouleverser la donne. Tout d'abord, en 1971, le président républicain Nixon, Richard Nixon, aux États-Unis, devant les coûts engendrés par la guerre du Vietnam, qui est à son sommet en termes, sur le plan de son impact financier à ce moment-là, doit suspendre la convertibilité automatique du dollar en or. Donc dorénavant, il n'y aura plus de parité fixe entre l'or et le dollar. Et je vous rappelle que cette parité avait été fixée en 1944 à Bretton Woods à 35 dollars l'once. Il se fait que tout le système capitaliste occidental fonctionnait sur base de cette parité. Et donc, pour maintenir le plus longtemps possible, avant 1971, cette parité, les banques centrales européennes avaient joué le jeu pour maintenir donc ce système qui permettait une stabilité de l'économie occidentale. À partir de 1971, l'or devient donc flottant. Et le dollar devient flottant. Ce qui signifie que on pourra acheter du dollar ou de l'or comme n'importe quel autre bien, n'importe quelle autre marchandise. Il n'y aura plus cet étalon fixé une fois pour toutes. Et dans les années qui vont suivre, les pays européens vont devoir inventer un système qui permet de tenir un certain nombre de monnaies européennes dans ce qu'on appelait le serpent monétaire européen, le SME. Autrement dit, les monnaies fortes de l'Europe pouvaient flotter à l'intérieur d'un niveau minimal et d'un niveau maximal qui avait été décidé par les gouvernements signataires de cet accord. Donc en France, ça correspond à l'époque de Giscard d'Estaing, dans les années 70. Le deuxième élément fondamental qui intervient dans les années 70 et qui va bouleverser complètement la donne, c'est le premier choc pétrolier. Il se situe en 1973-74. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il explique? Eh bien, ce choc pétrolier est lié à une décision des pays de l'OPEP, c'est-à-dire les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui a maintenant son siège à Vienne. Et ces pays, qui comprenaient à l'époque essentiellement des pays arabes, des pays du Golfe, ont décidé de doubler puis de tripler le prix du baril de pétrole brut pour, comme représailles face au soutien des États-Unis et des Occidentaux à la politique israélienne contre les Palestiniens. En effet, en 1973 a lieu la guerre du Kippour, qui oppose Israël et les pays arabes voisins. Alors ça va être un choc très très important et l'économie va s'en trouver affectée. Je me souviens de l'hiver 1974 en Belgique, j'étais adolescent à ce moment-là, nous sommes maintenant en plein hiver, mais je vais vous dire que je me souviens à ce moment-là qu'on ne pouvait plus rouler le dimanche
le carburant était rationné. C'était très curieux d'ailleurs de voir les gens marcher comme ça dans la rue le dimanche. Et beaucoup plus grave, on a eu froid aussi, puisque le mazout était rationné, mais surtout, les usines n'ont plus disposé du carburant dont elles avaient besoin pour faire fonctionner leurs machines. Alors, ce n'est pas la cause, mais en tout cas, ça a été l'élément déclencheur qui a précipité un mouvement, une lame de fond qui existait déjà avant, mais qui va devenir vraiment très, très profonde à ce moment-là, très forte, et qui va conduire au déclin industriel wallon. En effet, entre 1974 et 1983, de nombreuses usines en Wallonie vont devoir déclarer forfait, et à cette époque-là, le gouvernement fédéral belge va devoir racheter ce que l'on appelait à l'époque les canards boiteux, c'est-à-dire toutes ces usines qui fermaient leurs portes parce qu'elles ne pouvaient plus tenir, parce qu'elles déposaient leur bilan. Le gouvernement faisant cela, évidemment, pour éviter que tous les gens qui travaillaient dans ces usines, dans ces industries, ne soient mis à la porte et ne constituent un danger, je dirais même, pour l'ordre social. Et donc, l'origine de la dette publique belge dont on parle toujours maintenant est héritière de décisions qui ont été prises dans les années 70 avec un but louable qui était évidemment de permettre à des travailleurs de continuer à gagner leur vie, mais comme l'État a racheté des entreprises qui n'étaient plus viables, puisqu'elles ne pouvaient plus vendre avec des bénéfices les produits issus des usines, eh bien, l'État s'est trouvé très endetté et ces usines ont quand même dû à terme fermer, bien entendu. On n'a fait que déplacer le problème. Donc, on voit donc, dans les années 70, échouer le modèle keynésien dont je vous parlais tout à l'heure, qui pendant les 25-30 ans qu'ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, qui était en fait le modèle utilisé en Occident, et dès lors, à partir du début des années 80, c'est un autre modèle qui va s'imposer jusqu'à nos jours, d'ailleurs depuis 35 ans, c'est le modèle libéral, que l'on appelle traditionnellement néolibéral. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que quand je vois les politiques qui étaient déjà menées au XIXe siècle, finalement, dans des grands pays comme la France ou l'Angleterre, moi je ne vois pas de différence essentielle, je dis bien de nature, entre ces politiques du XIXe siècle et celles qui existent depuis maintenant une trentaine d'années en Occident. Donc c'est pour ça que moi je préfère parler de politique libérale plutôt que de parler de politique néolibérale. Les années donc 80, ce sont des années pénibles pour les entreprises et donc pour les travailleurs pour l'emploi. Le nombre de chômeurs va croître à une vitesse impressionnante dans les pays occidentaux. En 1979-1980 survient un deuxième choc pétrolier, qui évidemment n'arrange pas les choses. Donc on peut dire que jusqu'en 1983, c'est vraiment la gadoue. L'économie va très mal, les licenciements sont massifs et les États-Unis attendent leur sauveur. Encore je dis les États-Unis, entendons bien le patronat, les grandes entreprises, les milieux financiers, et ils auront leur sauveur en la personne de Ronald Reagan, qui
qui va présider aux destinées des États-Unis entre 1980 et 1988. Il va procéder à des coupes sombres dans les dépenses publiques. Il va fortement diminuer les impôts des entreprises pour relancer l'économie. En Angleterre, on a une politique similaire qui est menée, déjà un petit peu plus tôt, dès 1978, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, Premier ministre, donc, que l'on a appelé aussi la Dame de Fer. Effectivement, l'économie va être relancée, mais à quel prix sur le plan social? C'est une société à deux vitesses qui va se former aux États-Unis et en Angleterre. Je parle de locomotives de l'économie européenne, où un certain nombre de gens vont devenir plus riches qu'auparavant et où beaucoup de gens vont devenir plus pauvres qu'avant la crise. Donc c'est une société que l'on appelle à deux vitesses. C'est une expression que vous avez entendue souvent, c'est-à-dire une société où les classes moyennes tendent à se restreindre, à se réduire, et où les couches les plus éloignées de la société extrême ont tendance à devenir plus nombreuses. Il y a de plus en plus de plus riches et il y a de plus en plus de plus pauvres. Et c'est les classes moyennes, évidemment, qui payent cela. J'ai eu l'occasion de vous parler la semaine dernière, lorsque j'ai étudié avec vous l'évolution des grands pays européens après la Deuxième Guerre mondiale, des conséquences de la politique de Margaret Thatcher, donc Premier ministre libéral, en Angleterre. On a dû fermer de très nombreuses mines, en particulier, qui effectivement n'étaient plus rentables par rapport aux profits que l'on pouvait en attendre. Alors là, il faut remonter avant les années 1930, mais où des dizaines de milliers de mineurs se sont trouvés sur le carreau. Et ce qui est plus grave encore, c'est que les syndicats ont été cassés par une législation anti-syndicale. C'est-à-dire que les syndicats ne pouvaient même plus intervenir pour s'opposer ou pour même discuter des plans sociaux parce que c'était un gouvernement conservateur qui était soutenu évidemment par le grand patronat qui présidait aux destinées du Royaume-Uni pendant cette période. Maintenant, quand on voit les chiffres d'un point de vue macroéconomique sur le plan mondial, en tout cas pour le monde occidental, il est clair que les années 80 sont une période de croissance. Alors, quand je dis les années 80, c'est entre 1983 et 1992, quelque chose comme ça. Période de croissance. Les années 90 ont connu des hauts et des bas. On va avoir grosso modo une période plutôt de croissance dans les années 90, à l'époque, pendant l'ère Clinton. Je dirais que les années 90, c'est un petit peu l'époque de l'argent fou, où tout le monde cherche à s'enrichir rapidement avant qu'une nouvelle crise n'intervienne, mais c'est également l'époque où des bulles financières éclatent. En particulier, dans la deuxième moitié des années 90, la bulle liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. 1997, c'est également le moment où éclatent les bulles financières en Asie, au Japon et en Asie du Sud-Est, où des pays d'Amérique du Sud, comme le Mexique ou le Brésil, doivent déposer le bilan, parce que leurs finances publiques sont grevées de sommes extrêmement dures à rembourser.
Je ne vous parle même pas, évidemment, ici, des pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde qui avaient connu dans les années 70 et au début des années 80 également, je dirais jusqu'au début des années 80, les pays du tiers-monde avaient de grosses difficultés, mais on leur prêtait de l'argent. Le Fonds monétaire international, ou même des banques institutionnelles dans le monde leur prêtaient de l'argent parce qu'on savait qu'à terme, ils étaient solvables. Alors ils étaient solvables comment? Parce que le prix donc, des matières premières était en hausse ou allait repartir. Mais par la suite, vous savez que le prix des matières premières est fluctuant, on a acheté dans les années 80 les matières premières très très bon marché à ces pays-là. Puis dans les années 90, on s'est mis à délocaliser. Les pays occidentaux ont donc délocalisé dans les ex-pays d'Europe centrale ou dans les pays d'Asie, relativement peu dans les pays d'Afrique. Donc dans des pays où la main-d'œuvre était bon marché et où on trouvait de la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'encore fallait-il que la main-d'œuvre soit qualifiée. C'est ce qui explique que depuis le début des années 90, à la fois la Chine, mais l'Inde, connaissent une croissance sans précédent. C'est au début des années 90 que l'Inde fait son grand tournant au niveau de sa politique économique, grâce à celui qui était à l'époque ministre des Finances et qui maintenant est Premier ministre, c'est-à-dire M. Singh. Je ne dois pas vous faire un dessin, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, des taux de croissance en Chine. Vous savez que depuis maintenant plus de 15 ans, ils se situent entre 8 et 10%. C'est tout à fait énorme. Alors, la Chine a mis au point un système tout à fait hybride et bâtard qui combine à la fois, sur le plan politique, un régime autoritaire et dictatorial, dirigiste, et d'autre part un système capitaliste débridé, puisque les syndicats sont interdits, ou pratiquement, ceux qui existent sont vidés de leur substance, ils sont à la solde du pouvoir, ce qui permet de maintenir des salaires très bas et de promouvoir l'économie dans les régions que l'État chinois décide de voir devenir prospères. Vous savez que c'est essentiellement les régions qui se trouvent à l'est et au sud-est de la Chine qui poussent comme des villes qui poussent comme des champignons, et qui connaissent une croissance très rapide, mais s'il y a effectivement constitution d'une classe moyenne qui n'existait pratiquement pas auparavant, il existe malgré tout de grandes poches de misère pour les travailleurs non qualifiés, et je ne vous dis pas de ce qui se passe dans la Chine profonde, dans les milieux ruraux, où là, les paysans ne parviennent plus à produire à des prix concurrentiels et doivent, comme dans tous les pays du tiers-monde, émigrer de la campagne pour rejoindre, un petit peu comme chez nous au XIXe siècle, en Europe au XIXe siècle, la masse des pauvres qui espèrent trouver de quoi vivre, de quoi survivre dans les grandes villes, un petit peu comme en Inde, au Brésil, au Mexique, ou au Nigeria par exemple, pour ne prendre que quelques exemples très connus. L'Inde, elle, connaît une croissance moins importante que celle de la Chine, mais l'on trouve également des grands pôles de croissance, en particulier dans le domaine de l'informatique. Vous savez peut-être que les pays occidentaux
ont délocalisé massivement, je pense à IBM en particulier, des centaines de milliers d'emplois en Inde, en particulier dans une ville qui est devenue le symbole, je dirais, des nouvelles technologies et de l'information, dans la fameuse ville de Bangalore, qui se trouve donc dans le sud de l'Inde. Et c'est comme ça que vous devez recevoir, j'imagine que moi-même, souvent des coups de téléphone de sociétés diverses qui veulent vous vendre des produits multiples, dans le domaine du cuir, de la porcelaine, du vin ou autre chose. Hein. Eh bien, ce sont des Indiens, ça peut être également décentralisé en Afrique, hein, ou au Maroc par exemple, il y en a beaucoup aussi. Alors, en fait, ce sont des sociétés occidentales qui passent des contrats avec des sociétés indiennes ou marocaines, entre autres choses. Ce sont des exemples bien connus. Et vous avez comme ça des coups de téléphone qui viennent d'Inde, du Maroc, sans que vous vous en rendiez compte, parce que vous entendez une voix, quelqu'un qui parle français, vous entendez peut-être un léger accent, mais ce sont des gens qui parlent français, et qui sont payés avec des salaires très bas, et ils sont chargés de téléphoner, de donner un certain nombre, plusieurs centaines de coups de téléphone par jour, dans des pays occidentaux, grâce à des tarifs tout à fait sans concurrence liés à la téléphonie internationale, et c'est comme ça que c'est d'Inde ou du Maroc qu'on essaie de vous vendre des produits sans que vous en rendiez compte. Voilà, parce qu'ils ont passé des contrats, et ils ne font en fait, c'est de la sous-traitance, hein, parce qu'eux, ils ne vendent pas les produits, ce sont uniquement des sociétés qui ne font de téléphonie, hein, que ce soit clair. Le vin ou les canapés en cuir, ils sont bien d'ici, hein, mais le boulot d'intermédiaire, de vendeur, se fait à l'autre bout du monde, et on vous téléphone comme ça. D'ailleurs, si vous entendez bien, vous allez entendre un bruit de fond, vous entendez qu'il y a des dizaines de téléphonistes qui sont derrière. Si vous faites attention. Et donc ce sont des gens qui sont qualifiés, qui possèdent plusieurs langues, qui sont souvent même, je ne parle pas des téléphonistes, mais il y a de nombreux ingénieurs, d'informaticiens qui travaillent pour des sociétés américaines ou européennes pour 200 € par mois. Vous imaginez que ce sont des gens extrêmement qualifiés, ce sont des ingénieurs, ce sont des techniciens de haut niveau qui ont fait 4 ou 5 années d'études. Mais c'est une main-d'œuvre sans concurrence, et ce qui explique évidemment les délocalisations. Il y a un autre pôle de croissance depuis longtemps, là c'est par exemple l'industrie cinématographique à Mumbai, hein, donc sur la côte occidentale de l'Inde, hein, où se situe le fameux Bollywood. Et vous savez peut-être que l'Inde est le premier pays producteur dans le monde de films cinématographiques, devant les États-Unis, hein, devant les États-Unis depuis bien longtemps. Une industrie cinématographique qui produit, alors là, ce sont des usines qui n'arrêtent pas de produire des films de très mauvaise qualité, mais enfin bon, n'oubliez pas que le marché indien lui-même est déjà important, hein, c'est plus d'1 milliard d'Indiens. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux années 2000. Les années 2000, on peut diviser, je dirais, cette période sur le plan économique en 2 voire 3 parties. Une première partie qui est celle qui va de 2000 à 2004, qui est une période de décroissance, voire de récession au début du siècle. Puis de 2004 à 2008, une reprise de la croissance, mais création de bulles spéculatives qui vont éclater donc au mois de septembre 2008. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en particulier dans le domaine boursier et dans le domaine de l'immobilier surtout, la vente rapide de biens immobiliers appartenant à une maison par des prêts qui sont faits par les banques à des personnes dont la solvabilité n'est pas sûre du tout. Autrement dit, à des gens qui appartiennent au bas des classes moyennes ou à la classe ouvrière. Et ce qui s'est passé, c'est que pour limiter le risque
ces prêts ont été titrisés. Ça veut dire que d'un produit financier classique, qui est celui du prêt d'un capital qui conduit à remboursement de ce capital et à des taux d'intérêt variables suivant les périodes, ce que les banques ont fait, c'est que, puisqu'il y avait un risque, parfois très important, avec certains clients, eh bien, ces banques ont décidé de dissoudre leur risque en faisant de ces dettes, comment dirais-je, plutôt de ces créances douteuses, c'est les dettes pour les clients, mais c'est des créances douteuses qui ont été accordées, en les dissolvant dans des tas de fonds divers pratiquement inidentifiables par des organismes officiels et qui faisaient que si un client ne pouvait pas rembourser, eh bien, c'était tous ceux qui avaient acheté ces titres qui ne valaient pas grand-chose qui se retrouvaient sur le carreau. Autrement dit, vous et moi, si vous achetez justement des actions bidons, je dirais, dont la garantie était peu fiable. Et c'est ce qui explique cette crise des subprimes, d'abord en 2007, début 2008, et ensuite l'écroulement de grandes institutions bancaires comme Lehman Brothers au mois de septembre 2008, qui est à l'origine d'abord de la crise financière, qui va durer quelques mois, puis de la crise économique qui va suivre depuis 2 ans, et à propos de laquelle on n'a pas encore vu toutes les conséquences qu'elle a sur le plan social, parce que l'économie fonctionne sur base de cycles longs, de cycles à moyen et à court terme. Et dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que, dans un premier temps, ce sont les banques et les institutions financières qui sont touchées. Les grands États ont décidé de soutenir massivement les institutions bancaires pour éviter que tout le système ne s'écroule. Donc on a prêté aux banques à des taux d'intérêt intéressants. Bien entendu, les banques doivent rembourser, on est bien d'accord. Mais les taux d'intérêt, ce n'étaient pas des taux d'intérêt usuraires. Et paradoxalement, ce sont les États qui prêtent, alors que d'habitude, ce sont les États qui sont demandeurs de prêts auprès de ces mêmes banques. Donc vous voyez qu'il y a un lien étroit entre l'organisation étatique des États dans le cadre du système capitaliste et des banques. Tout est lié, le système ne forme plus qu'un tout. Évidemment, ce sont les petites gens qui se trouvent grugés, et quand je dis les petites gens, ce n'est pas seulement les ouvriers, les employés, ce sont aussi les membres de la classe moyenne. Voilà. Vous avez peut-être entendu ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, que successivement, l'année passée, c'était la Grèce, puis on a parlé plus récemment de l'Irlande, maintenant du Portugal, peut-être demain l'Espagne, et après-demain des pays comme la Belgique. Parce que la Belgique, pour l'instant, a encore un certain crédit dans les milieux financiers, mais n'oubliez pas que la dette publique belge est phénoménale par rapport au produit intérieur brut. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas de raison, a fortiori, si le pays est en voie d'éclatement, que les finances publiques s'améliorent. Donc, je ne voudrais pas être un prophète de malheur et jouer à Cassandre ici, mais vous devez vous dire que dans les années qui viennent, on va devoir resserrer très fermement les boulons des finances publiques en Belgique, et donc il va falloir augmenter certains impôts indubitablement et licencier dans la fonction publique. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez ce que le gouvernement conservateur libéral de James Cameron
a décidé au mois de mai, il y a 6 mois, en Angleterre, il a été décidé qu'il fallait licencier un demi-million de fonctionnaires. Il se fait qu'il y a 2 ou 3 jours, il semble que c'était dans la presse anglaise en tout cas, on est passé de 1 million à 350 000 fonctionnaires qu'il va falloir licencier, mais il n'empêche. Et vous savez également que le minerval des élèves anglais dans l'enseignement supérieur a été triplé. Donc ils sont passés de 1 000 € à 3 000 €. C'est ce qui nous attend en Belgique, en France, dans les années qui viennent. On est dans un système où la privatisation est galopante et où le mirage de l'État-providence qui a dominé nos sociétés après la guerre jusqu'en 1975, et qui continue toujours d'ailleurs, même s'il a pris beaucoup de plomb dans l'aile, eh bien ce système est moribond à terme. Alors, on va peut-être voir maintenant quelles sont les manières dont le système économique a pu fonctionner depuis la Deuxième Guerre mondiale et quelles sont les techniques qui ont été mises au point par les entreprises. Alors, les entreprises d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce que c'était avant-guerre. Une entreprise est devenue, je dirais maintenant, un petit État, je parle des grosses sociétés, où tout est fait pour rationaliser au maximum et où des décisions de type stratégique, et il ne s'agit pas d'une métaphore, il s'agit véritablement d'un combat, d'une guerre de tous contre tous, c'est-à-dire une guerre dans le cadre de la libre concurrence et de la libre entreprise. Il faut à tout prix gagner des parts de marché sous ses concurrents, en innovant tout d'abord sur le plan technologique, et ça c'est tout à fait positif, personne ne pourra le nier, en organisant l'entreprise de telle manière que rien ne soit perdu, en poussant la rentabilité au maximum au niveau des agents qui travaillent dans l'entreprise, donc on demande de travailler plus par unité de temps, où l'on licencie en fonction des besoins de la conjoncture, systématiquement, où on organise des lobbies au niveau européen ou même au niveau mondial dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour déréglementer le travail. Dans le domaine des législations nationales, c'est assez évident. La plupart des gouvernements ont cherché à flexibiliser le travail, c'est-à-dire que, contrairement aux contrats qui existaient jadis, eh bien maintenant, les employeurs puissent engager des employés, des ouvriers, un petit peu à la carte. Les temps pleins deviennent plus rares qu'avant. Pensez aux grandes surfaces, aux caissières, tout simplement. Elles travaillent pour la plupart à mi-temps, elles ne travaillent pas à plein temps, et encore aux heures qui sont fixées par l'employeur, c'est-à-dire aux heures de grande affluence, qui est logique du point de vue de l'entreprise, mais qui les empêchent d'avoir un travail à côté, sinon peut-être de faire de ménage, chez des particuliers. Mais où 2 mi-temps sont inconciliables, parce qu'elles ne travaillent pas rien que les matinées ou rien que les après-midi, non, on leur demande d'être là aux heures de grande affluence, de telle heure à telle heure, mais à des moments qui ne permettent vraiment pas d'avoir 2 emplois, 2 mi-temps parallèles. Ou
On doit également travailler le week-end. Donc il y a des gens qui doivent accepter de travailler le samedi, le dimanche, certains jours de la semaine, ou en soirée. Il y a une déréglementation complète, entre autres pour les grandes surfaces. Voilà. Donc un certain nombre d'éléments qui font que il faut produire au moindre coût et il faut subir la dure loi des assemblées générales des actionnaires qui décident qu'évidemment les dividendes doivent être les plus grands possibles en fin d'année, quitte évidemment à licencier du personnel. Je vous renvoie à un conflit tout à fait récent en Belgique, c'est celui de la Brims, autrement dit de cette société de transporteurs de fonds, où dans un premier temps, la direction avait proposé, entre guillemets, ce sont des propositions qui sont des coups de force, bien entendu, aux employés de changer de statut et de passer au statut ouvrier, qui est évidemment plus intéressant pour la société. Je vous rappelle quand même que les employés sont payés mensuellement, alors que les ouvriers sont payés à la journée, dans le secteur privé. Ça change tout. Maintenant, on a tendance à rapprocher, on avait tendance à rapprocher les deux statuts, mais il y a encore des différences entre le statut d'employé et le statut d'ouvrier. On vous aurait permis également de les licencier plus facilement en tant qu'ouvrier plutôt qu'employé, parce que vous ne dépendez plus de la même commission paritaire. Les commissions paritaires, ce sont donc des commissions qui, comme le nom l'indique, regroupent les patrons d'un côté et les représentants des syndicats de l'autre, et négocient par branche des conventions pour 2 ans en général, tant en ce qui concerne les conditions de travail que pour le niveau des salaires. Et donc le fait de passer d'une commission paritaire d'employés à une commission paritaire d'ouvriers était très désavantageux. Alors dans un premier temps, c'était ça. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte de quoi? Que c'était de toute façon du cinéma, et que ça préparait évidemment la fermeture de l'entreprise. L'entreprise a été fermée, effectivement, donc il y a eu près de 400, je crois, travailleurs qui ont été mis sur le carreau, mais on est en train de se rendre compte, apparemment, le procès n'a pas encore lieu, mais en voyant la comptabilité et les chiffres, les bilans de cette société Brims, qu'il y a eu, que s'il s'agit en fait, lorsque le bilan a été déposé, qu'il s'agissait d'une faillite frauduleuse, parce que juste avant de déposer le bilan, la société, comme la plupart de ces grosses sociétés, sont divisées en plusieurs filiales, et tous les avoirs positifs de cette société avaient été transférés sur une filiale en Suisse. Et par conséquent, si on avait fait le total des actifs et des passifs, elle n'aurait pas dû déposer le bilan. Elle aurait été en excédent, en positif. Donc vous voyez, c'est un système, il y a des montages juridiques qui vous permettent de faire croire au tribunal de commerce, qui est chargé de déclarer la faillite, eh bien, de faire croire qu'effectivement il y a faillite, alors que tout simplement, par un jeu d'écriture, et grâce à l'ingénierie fiscale d'experts comptables qui sont extrêmement bien outillés dans le passage des chiffres d'un carnet, d'un livre vers un autre, effectivement, de maximiser le profit et de laisser les gens sur la touche. Voilà. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel. Donc retenez bien que les 30 années ou les 25 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale sont marquées par une croissance globale, même pour les pays de l'Est, les pays communistes qui bénéficient de cela. À partir des années 80, c'est plus du tout le cas pour ces pays-là, mais non plus pour les autres, puisque je vous ai dit qu'à partir de la première moitié des années 70, suite à la décision de Nixon en 1971 d'en terminer avec cette parité fixe entre le dollar et l'or, et ensuite, suite au premier choc pétrolier de 73-74,
et au deuxième choc pétrolier de 79-80, eh bien, les économies occidentales vont connaître des hauts et des bas sur des périodes qui vont entre 4 ans et 10 ans. Récemment, je vous ai dit qu'il y a eu 3 périodes, 2000-2004, je vous ai dit que c'était plutôt une période de dépréciation, enfin de récession, de 2004 à 2008, croissance, bulle spéculative qui explose en 2008, subprimes et d'autre part grands organismes financiers qui font faillite, aux États-Unis, et puis dans d'autres pays du monde capitaliste, et puis depuis 2008, c'est la crise, d'abord crise financière, suivie de crise économique, et enfin crise sociale. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, alors maintenant je voudrais vous expliquer quelles ont été les répercussions sur le plan des mentalités, sur le plan sociétal des événements que j'ai pu vous expliquer sur le plan économique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la société de consommation. Je vous ai dit les répercussions que cette société de consommation a pu avoir sur les mentalités. Autrement dit, l'idéal de tous les Occidentaux était de se transformer en petits bourgeois, en membres de cette classe moyenne, et je dirais la caricature de cette classe moyenne, de cet idéal dans les années 60, se trouve dans un feuilleton que les Américains et les Européens regardaient à l'époque. Ce feuilleton date d'il y a maintenant plus de 45 ans, même si on le repasse à la télévision à l'occasion, c'est Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée, quand vous voyez Samantha d'une part, Jean-Pierre de l'autre, hein, Larry en anglais, hein, quand vous voyez cette famille qui est constituée, ils ont leur voiture. Ce sont des membres de la classe moyenne. Ils ont leur maison. Ils ont leur machine à laver, machine à vaisselle, leur télé. Ils mènent une vie de petits bourgeois, de classe moyenne. On ne se pose pas trop de questions sur l'évolution du monde, on ne s'en pose même aucune. Et tout tourne autour de cette petite vie familiale, hein, et de la vie de Jean-Pierre dans son entreprise. Et comme par hasard, il travaille dans une société de publicité. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et vous avez déjà, je dirais, en germe toute notre société qui fonctionne sur l'image. Vous savez, il travaille pour un patron qui s'appelle Alfred, si les souvenirs sont bons, hein, et bon, il y a des gags divers qui interviennent. Lui, c'est le bon petit employé, hein, qui essaie de ne pas se faire taper dessus par son patron, qui essaie d'être le jeune cadre dynamique. Là. Et voilà, il faut vendre grâce à l'image. Eh bien, je dirais que ça symbolise toute notre société. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas encore les ordinateurs au début des années 60, et il n'y avait pas cette publicité aussi envahissante que maintenant. Il y avait la publicité, bien entendu. À l'époque, on parlait encore de réclame, on ne parlait pas encore de publicité. Hein? Alors, l'américanisme a ses partisans et ses détracteurs. Dans les années 50, difficile de trouver, sinon parmi des intellectuels ou des communistes, des détracteurs vraiment du système que j'étais en train de décrire il y a quelques instants. Hein, tout le monde veut rentrer dans ce système consumériste. Et on comprend, hein, on sort de la guerre, hein, où on avait beaucoup souffert du froid, de la faim et de la maladie, voire de la mort. Donc c'était une réaction tout à fait normale et évidente. Mais je vous ai dit que dans les années 60, ces jeunes des classes moyennes n'ont pas connu, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale et s'opposent à cette guerre du Vietnam qui apparaît comme tout à fait épouvantable, et à juste titre. Donc il y a donc opposition à ces valeurs, ou à ces pseudo-valeurs qui sont en place à ce moment-là. Donc, l'américanisme prend du plomb dans les ailes, mais si vous voyez un petit peu comment les choses ont évolué
depuis les années 80, ben, on peut dire que l'idéologie américaine, l'idéologie capitaliste, a gagné, en tout cas pour l'instant. Le libéralisme, depuis 30 ans, est devenu, je dirais, l'idéologie dominante. On a même pu parler, à partir de 1995, c'est Ignacio Ramonet, qui était l'éditorialiste à l'époque, le rédacteur en chef du Monde diplomatique, a même pu parler à l'époque de la pensée unique. D'ailleurs, c'est une expression qu'on entend encore à l'heure actuelle, mais qu'on a beaucoup utilisée, la notion de pensée unique. Et la pensée unique, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait une idéologie dominante qui a écrasé toutes les autres et qui ne laisse même plus la possibilité aux autres de s'exprimer. Pourquoi? Eh bien, parce que des grands industriels, des grands financiers sont parvenus à constituer des empires médiatiques immenses, hein, et comme Murdoch, par exemple, hein, mais je dirais qu'en Europe, la caricature de cet empire médiatique lié, alors là, tenez-vous bien, à la politique, c'est évidemment Silvio Berlusconi. Hein, Berlusconi qui est non seulement Premier ministre, mais qui possède plusieurs chaînes de télévision, plusieurs chaînes de radio, et qui peut dominer la pensée italienne grâce à toutes ces chaînes, justement. Alors, si vous n'êtes pas un petit peu déluré et un petit peu futé, et que vous regardez certaines chaînes de télévision, comment voulez-vous penser autrement que le gouvernement de droite de Silvio? Alors, vous connaissez l'importance du rôle des médias de nos jours, ces médias qui sont multiples. Hein, j'ai eu l'occasion, en vous parlant tout à l'heure des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, de vous dire qu'il y avait une bulle qui avait éclaté. Donc, je crois que c'est en 1997 ou 18. Hein, ce sont les fameuses valeurs qui sont reprises dans ce qu'on appelle le Nasdaq. Hein, le Nasdaq, c'est un indice boursier lié aux nouvelles technologies. Il y a différents indices comme ça, Nikkei, Nasdaq, enfin, il y en a toute une série, comme le CAC 40, vous voyez en France. Hein, ça va? Bon. Alors, les médias occupent la vie de la grande masse des individus maintenant. Tout le monde a un ordinateur, hein, tout le monde a sa télévision à domicile, tout le monde a son téléphone portable, et donc ça fait partie des must. Comment dirais-je, l'achat de tous ces outils de communication s'est fait à une vitesse grand V depuis une bonne vingtaine d'années, disons. À des dates différentes, évidemment, suivant les médias considérés. Alors, je voudrais vous parler maintenant d'une autre caractéristique de l'évolution de nos sociétés liée à l'économie capitaliste. Alors, quand je dis l'économie capitaliste, il ne faut pas croire que je vise uniquement l'économie capitaliste occidentale. Vous devez vous dire que le régime soviétique ou le régime chinois sont également des régimes capitalistes, mais c'était des capitalismes d'État, mais c'était aussi des capitalismes. Que l'on s'entend bien. Quand vous étiez en République démocratique allemande, en Tchécoslovaquie ou en Pologne avant 1989, vous étiez dans un système capitaliste, mais un système de capitalisme d'État qui visait à la production à outrance, sauf que là, le propriétaire des moyens de production, ce n'était pas des personnes privées, c'était l'État. Mais la politique était menée tant à l'ouest qu'à l'est pendant plusieurs décennies, était de produire sans réfléchir à l'héritage qui allait être laissé aux générations qui allaient suivre. Et c'est à l'origine, évidemment, de cette hypothèse qui a l'air de se vérifier, et on le voit encore suite à une réunion de l'Académie des sciences la semaine passée à Paris, où ont été mis face à face, d'une part, les tenants du réchauffement climatique, et d'autre part, ceux que l'on appelle les sceptiques. Eh bien, les sceptiques ont finalement accepté, et parmi eux, entre autres, Claude Allègre, ont finalement accepté qu'il y avait des symptômes qui ne trompaient pas et que le réchauffement était bien réel.
Donc vous savez qu'on prévoit un réchauffement quand même de 1,5 voire 2%, certainement d'ici 2050. Alors vous allez me dire c'est loin et 2% c'est pas beaucoup. Tenez compte quand même du fait que les populations humaines et que les biotopes, les écosystèmes sont fragiles et sont le fruit d'une adaptation entre le milieu et les êtres qui vivent dans ce milieu qui s'étend sur des millions d'années, ou en tout cas des centaines ou des dizaines de milliers d'années. Donc une augmentation significative en 50 ans, c'est tout à fait faramineux. Maintenant, on peut discuter du fait qu'on va rentrer dans une nouvelle glaciation. Voilà. Bon, il y a des tas d'éléments, de paramètres qui peuvent jouer et effectivement réduire la crainte et l'angoisse massive qui est celle de populations de plus en plus nombreuses. Mais en tout cas, lors des accords de Kyoto, qui sont anciens maintenant, qui datent de la fin de la décennie précédente, il a quand même été décidé, ça date de 97 si mes souvenirs sont bons, les accords de Kyoto, il a été décidé que les gouvernements devaient se réunir régulièrement pour essayer de trouver des accords pour réduire massivement donc l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Hein? Alors, le gros problème, c'est que des grands États, les plus grands pollueurs de la planète, n'ont toujours pas signé ces accords de Kyoto, hein? C'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Alors, la Chine fait état du fait qu'elle est un pays émergent qui est en train de croître, comme l'Inde, je dirais, et qu'elle doit passer par cette phase de transition qui pollue, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne l'ont connu il y a maintenant 20 siècles. Et que par conséquent, ils doivent, pour pouvoir s'industrialiser et devenir une société moderne, passer, hélas, par ce stade polluant lié justement à l'émission de CO2. Voilà. Quant aux États-Unis, ils se considèrent comme les maîtres du monde de toute façon, hein, et ils n'en font qu'à leur tête, même si, depuis effectivement 2 ans, le président Obama a des préoccupations écologiques incontestables, mais il doit tenir compte de quoi? Ben, évidemment des lobbies qui soutiennent évidemment des candidats du parti adverse, et même parfois de son propre parti, à la Chambre des représentants et au Sénat, et qui freinent évidemment les mesures à prendre. Voilà. Ben, écoutez, je crois avoir fait le tour des grands problèmes de notre époque, sur le plan en tout cas économique et social, et je propose maintenant en conclusion de vous montrer un certain nombre de livres qui vous permettront, le cas échéant, comme d'habitude, d'approfondir les thèmes qui auront été abordés dans le cadre de ce cours. Alors, je vais d'abord vous montrer des ouvrages d'histoire économique et d'économie avant de vous montrer des ouvrages de sociologie, puisque je suis le plan de mon cours qui était d'abord d'aborder les économies avant d'aborder les problèmes sociaux et leurs répercussions sur le plan des mentalités. Je vous montre d'abord un ouvrage qui date, hélas, et qui n'a pas encore été remplacé, de Maurice Crouzet aux Presses universitaires de France, Le Monde depuis 1945. Ici, je vous montre le tome qui concerne les pays industrialisés. Alors, de François Caron, Les 2 révolutions industrielles du XXe siècle, chez Albin Michel, dans la collection L'évolution de l'humanité. Alors, de Jean Bouvier, Initiation au vocabulaire et au mécanisme économique contemporain, 19e, 20e siècle. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne concerne pas les 30 dernières années que j'ai pu évoquer devant vous. Alors, d'un grand romancier, prix Nobel d'ailleurs, je crois, Octavio Paz, Une planète et 4 ou 5 mondes, réflexion sur l'histoire contemporaine, dans la collection Folio. D'Emmanuel Wallerstein, L'histoire continue, éditeur L'Aube. Alors c'est un sociologue, historien, économiste, dans la ligne de Fernand Braudel, qui essaie de penser et de comprendre donc les systèmes ou le système de l'économie monde et des sociétés contemporaines.
d'un grand historien britannique qui vit toujours à ma connaissance, mais qui doit avoir près de 90 ans, Eric Hobsbawm, un historien marxiste, Les enjeux du XXIe siècle, entretien avec Antonio Polito aux éditions Complexes. Alors, aux éditions Autrement, Atlas du nouvel état du monde de Michael Kidron et de Ronald Segal, série Atlas. Alors, vous connaissez cette série, vous avez des cartes par définition, puisqu'il s'agit d'un atlas, qui sont commentées de très nombreuses cartes avec, je dirais, tous les sujets sont abordés. L'état sanitaire dans le monde, l'économie, je dirais également la présence ou non d'eau, des problèmes écologiques. Voilà, et ceci est commenté dans les dernières pages. Alors, des grands dossiers des sciences humaines, le numéro 17, Ville mondiale, les nouveaux lieux du pouvoir, Shanghai, Mexico, Johannesburg, Bruxelles, Mumbai, Londres, Washington, etc. Donc c'est sur les villes et les fameuses mégalopoles du 20e, surtout du 21e siècle maintenant. Alors, hors série numéro 11, la revue Sciences humaines, la grande histoire du capitalisme. Alors, un numéro hors série du Monde, 2010-2011, c'est l'Atlas des mondialisations, 5000 ans d'histoire, 200 cartes. Très utile dans le cadre d'un cours d'histoire, puisque ça part de la préhistoire et ça va jusqu'à nos jours. Et on vous montre dans ce numéro spécial que la mondialisation n'est pas un phénomène récent et qu'il faut remonter justement à la préhistoire. Dans le même genre, l'Atlas des migrations, 200 cartes, les routes de l'humanité. C'est très récent puisque ça date de... Non, il date de 2009, mais enfin, c'est très utile également. Surtout pour des enseignants, vous avez donc de très nombreuses cartes comme dans le précédent. Vous avez donc des statistiques, des tas de chiffres sur le monde contemporain. Très très utile. Ça peut d'ailleurs être utile pour vos cours de sciences sociales. Alors, Expo, c'est notre terre. C'est en fait un fascicule qui a été édité à l'occasion de cette exposition qui a eu lieu présentée à Tour et Taxi, sur le site de Tour et Taxi, à Bruxelles. C'est sur les problèmes écologiques. Alors, maintenant, dans le domaine de l'économie, de Suavet, dictionnaire économique et social, aux éditions Économie et Humanisme, coédition avec les éditions ouvrières. Donc vous avez toute une série de notions qui sont explicitées, qui peuvent vous servir également pour votre cours de sciences sociales. Alors, d'un ancien Premier ministre belge, Marc Eyskens, l'économie pour tous, aux éditions Laborde. Donc très pédagogique. Il était professeur à l'université de Louvain, la KUL. Les techniques bancaires, en que sais-je, de Jacques Granger. D'un grand économiste, décédé maintenant, John Kenneth Galbraith, tout savoir ou presque sur l'économie au seuil. C'est très didactique, ça se lit très facilement. Du même auteur, Les mensonges de l'économie, essai chez Grasset. Alors, d'un autre grand économiste, Walter Rostov, Les étapes de la croissance économique au seuil. Alors, d'un prix Nobel, John Hicks, La crise de l'économie keynésienne. Je vous ai dit que c'est le modèle qui a prévalu jusque dans les années 70 et qui a été remplacé par le modèle libéral. Alors, dossier d'alternative économique d'avril 2009 sur la crise. La crise économique, donc, déclenchée en septembre 2008. Alors, de celui qui a dirigé très longtemps la réserve fédérale aux États-Unis, donc d'Alan Greenspan, Le temps des turbulences, chez Jean-Claude Lattès. Alors là, c'est un économiste qui a véritablement fait la loi aux États-Unis pendant plus de 20 ans. D'Immanuel Wallerstein, que je vous ai montré tout à l'heure, L'après-libéralisme, essai sur un système monde à réinventer, chez l'Aube.
De Daniel Cohen, 3 leçons sur la société post-industrielle au Seuil. Il est directeur de l'école d'économie de Paris. Alors, d'un grand patron qui s'est rendu compte que le régime capitaliste tournait mal, de Jean Peyrelevade, le capitalisme total au Seuil. De Daniel Cohen, déjà cité, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie, chez Albin Michel. De Jean-Luc Gréau, L'avenir du capitalisme, c'est très critique, hein, chez Gallimard. Alors, un économiste qui a reçu un prix Nobel, économiste indien, d'Amartya Sen, l'économie est une science morale à la découverte, qui propose un tout autre modèle, et d'ailleurs c'est le titre de l'ouvrage qu'il a fait passer, publié chez Odile Jacob, un nouveau modèle économique, développement, justice et liberté. Alors maintenant, dans le domaine de la sociologie, du grand sociologue français, décédé maintenant, Pierre Bourdieu, La production de l'idéologie dominante, aux éditions Raison d'agir. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'idéologie dominante aujourd'hui. Alors, Manuel de survie à la pensée unique de Jean Slover, c'est un pseudonyme, il écrit dans le Vif l'Express très régulièrement, donc dans Espace de liberté, éditeur. Alors, en 1001 nuits, alors ce sont des petits livres qui coûtent 2,50 €. Le paradoxe de Robinson, Capitalisme et société. Ce sont des ouvrages plutôt décoiffants, altermondialistes. De Serge Latouche, Survivre au développement, toujours en 1001 nuits. De Jacques Testard, Réflexion pour un monde viable. D'André Belon, Pourquoi je ne suis pas altermondialiste, éloge de l'anti-mondialisation. Donc c'est chez 1001 nuits également. Alors, publié par Attac, vous connaissez Attac, donc c'est ce groupe international qui réunit des gens qui discutent de la possibilité d'un monde différent. Le petit Alter, dictionnaire altermondialiste chez 1001 nuits. Alors, 2 romans que je vous conseille vivement, de Robert Linhart, L'Établi, aux éditions de Minuit. C'est un ouvrage dont j'ai déjà parlé peut-être précédemment, en particulier quand j'ai traité de la révolution industrielle. En fait, c'est un sociologue, maoïste à l'époque, qui était chef d'un mouvement donc marxiste, en mai 68, et qui a été travaillé, comme beaucoup d'intellectuels à l'époque, pendant 1 an, de manière anonyme dans une usine, pour vivre au quotidien ce que c'était que la vie d'un ouvrier. Et il décrit de manière superbe dans ce roman ce qu'il a pu vivre. Donc c'est un roman, mais un roman sociologique. De Franck Magloire, dans le même genre, Ouvrière, c'est aux éditions de l'Aube. Donc c'est Franck Magloire a consigné les paroles de sa mère qui a travaillé dans une usine, donc chez Moulinex, en France, à la fin du XXe siècle. Donc c'est un témoignage superbe, avec une écriture très haletante, qui essaie de rendre le vécu de sa propre mère. Alors, En que sais-je, l'éclat social de Yannick Lemel, en presse universitaire de France, Sociologie de la vie quotidienne de Claude Javot, professeur à l'ULB, de Michel Crozier et Erhard Friedberg, L'acteur et le système. Sous la direction de Pierre Bourdieu, déjà cité. Alors une enquête tout à fait passionnante qui s'intitule La misère du monde. C'est un gros ouvrage, vous voyez, c'est donc en point seuil, c'est toute une série d'enquêtes sur la vie des plus pauvres en France. C'est un travail collectif. De Christian Bromberger, un ouvrage sociologique passionnant, édité aux éditions Hachette, collection plurielle, qui s'intitule Passion ordinaire, football, jardinage, généalogie, concours de dictée. Mais c'est fait par des sociologues. Alors c'est très révélateur de la société contemporaine. Alors, d'Alain Accardo, Le petit bourgeois gentilhomme, la moyennisation de la société, aux éditions Espace de liberté, collaboration Labor.
de Marc Auger, qui est un africaniste, mais qui s'intéresse également à la société française, pour une anthropologie des mondes contemporains, Champ Flammarion. Alors, de Raphaël Bessis, dialogue avec le même Marc Auger autour d'une anthropologie de la mondialisation, chez l'Harmattan. De Pierre Bourdieu, déjà cité, Contre-feu, dans Raison d'agir, on y trouve des essais très intéressants, par exemple sur le sort des étrangers, sur les abus de pouvoir, sur la parole du cheminot, sur l'internationalisme, sur la télévision, le journalisme et la politique. Sur la télévision, je peux peut-être d'ailleurs vous montrer un autre ouvrage que j'ai apporté ici, du même Pierre Bourdieu, qui s'intitule « Sur la télévision, suivi de l'emprise du journalisme ». Donc, il démontre complètement le système des médias dans notre société. Et je peux d'ailleurs vous montrer également de Serge Alimi des nouveaux chiens de garde. Les chiens de garde sont donc ces médias qui sont chargés de protéger la pensée unique à notre époque. Alors, de Jean Baudrillard, le système des objets, la consommation des signes. Et enfin, un grand classique à l'époque aussi, la société de consommation en folio, essai, j'ai dit